C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? C'est l'histoire d'un mec qui a retourné tout un pays de rire. Un mec qui a voulu chambouler les institutions en devenant président. Un mec qui a bouleversé les années 80. Un mec qui nous a quittés il y a 40 ans d'un accident faussement crédible. Ce mec, c'était Coluche. Pour comprendre Coluche, il faut retourner bien avant l'époque télé, bien avant les sketchs et la salopette. Le 28 octobre 1944, Michel Colucci va naître, dans le 14e arrondissement de Paris. Enfin plutôt, Michel Gérard Joseph Colucci. Son père, Domenico Colucci, lui c'est un émigré italien qui va arriver en France pour travailler comme peintre en bâtiment. Sa mère, Simone Boyer, elle va s'occuper de travailler comme fleuriste. Et c'est pas avec ces deux métiers que la famille va devenir très très riche. Surtout que un drame va arriver assez vite. À ses 3 ans, en 1947, Coluche va perdre son père d'une maladie atroce. Et même s'il est encore trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passe, cette absence, elle va le marquer durablement. Sa mère, elle va se retrouver seule pour élever ses enfants. Michel va grandir dans un environnement populaire où il faut se débrouiller. Et ça, c'est important. Très important pour la suite. Parce que toute sa vie, Coluche gardera ce regard très particulier sur la classe populaire. Il va pas juste les observer de l'extérieur, parce qu'il en vient justement. À l'école, ses résultats sont moyens. Et très vite, il va développer une habitude qui ne le quittera jamais. Celle de répondre par une blague quand quelque chose le dérange. Ça va en amuser certains, et pour d'autres, ça va vraiment agacer. À 15 ans, il quitte pratiquement le système scolaire. Pour lui, ça va être une succession de petits boulots comme livreur, fleuriste, garçon de café, vendeur. Mais le constat, il est toujours le même. Michel Colucci supporte mal les contraintes. Et les contraintes le supportent encore moins. À la fin des années 60, Michel Colucci, il cherche encore sa place. Il sait qu'il aime faire rire, ça c'est sûr et certain, mais il sait pas comment s'y prendre. Et c'est là qu'un lieu va tout changer, le Café de la Gare. Si on se sert du contexte de l'époque, faut se rappeler que la France sort juste d'une crise sans précédent. Mai 68. Partout, on a une partie de la jeunesse qui veut remettre en question les règles établies concernant la politique, l'école, les médias et l'autorité. Ça a été fondé en 69 par une bande de jeunes artistes menés notamment par Romain Bouteille. Le lieu, il fonctionne presque comme une sorte de laboratoire, vu qu'on y joue des pièces. On essaye de voir ce que ça donne, on improvise, on expérimente et on se moque de tout. On refuse les institutions. Et parmi ceux qui fréquentent le lieu, on va retrouver de futurs grands noms du cinéma français. On a Patrick Dewaere, Miu Miu, Gérard Depardieu. Et Michel Colucci, il va rapidement s'y faire remarquer. Pas forcément parce que c'est plus élégant ou parce que c'est plus discipliné, non, pas du tout. Mais parce qu'il possède quelque chose d'impossible à enseigner, une présence. Et surtout, il comprend très vite une chose hyper essentielle. Le public, il rit pas forcément quand on lui parle comme à l'école, mais le public va plutôt rire quand il reconnaît quelqu'un qui lui ressemble. Alors Michel, il va se construire progressivement son personnage. Pas forcément héroïque, pas forcément brillant. Au contraire même, un type ordinaire, vulgaire, paumé et râleur. Le français moyen en quelque sorte. Lui, il devient le peuple. Au début des années 70, Coluche, il commence à apparaître à la radio et à la télévision. Et très vite, on a quelque chose qui saute aux yeux. Il va pas jouer sur les mêmes règles que les autres, vu qu'à l'époque, les humoristes sont souvent propres sur eux. Les textes sont préparés, les passages sont calibrés. Chez Coluche, c'est plutôt chaotique, mais ça va lui servir. Il donne l'impression que tout peut déraper à n'importe quel moment. Le public, c'est logique. Il adore ça. Il va oser s'attaquer à des sujets que beaucoup évitent, comme la politique, la police, l'armée, le racisme, les médias, la religion. Absolument personne n'est à l'abri. Il se moque surtout de l'absurdité. C'est d'une absurdité totale. Ça marche tellement que ces spectacles vont progressivement être complets. Mais plus sa popularité augmente et plus il va déranger. Et ça pose problème. Plus il dérange et plus les Français l'écoutent. Et cette influence va bientôt dépasser largement le simple cadre du spectacle, vu qu'au début des années 80, il va prendre la décision.
Le 30 octobre 1980, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 1981. Je ne compte pas régler les problèmes, moi, parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Moi, pour l'instant, ce que j'ai, c'est un cahier de charges. Les 1 500 000 chômeurs, comme les PD, comme les nègres, comme tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, les appelés du contingent et tout ça, sont des gens qui, pour l'instant, sont rejetés par la société et qui ne valent rien vis-à-vis des hommes politiques, même de gauche. Et pour moi, ils valent quelque chose. C'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique et qui savent très bien que personne ne fait rien pour eux et s'en fout complètement d'eux. Sous prétexte qu'ils votent pas. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Il est assez difficile de savoir où s'arrête la plaisanterie et où commence le sérieux. Son slogan résume parfaitement l'esprit de la démarche. Avant moi, la France était coupée en deux. Maintenant, elle sera pliée en quatre. On imagine juste que c'est un coup médiatique, rien de plus. Juste une provocation supplémentaire. Pas cette fois-ci. On a des intellectuels qui soutiennent publiquement sa démarche. On retrouve notamment l'écrivain Romain Gary. Les journalistes, ils commencent à suivre la campagne. Surtout, les premiers sondages apparaissent. Parce que les premières enquêtes d'opinion vont le créditer entre 10 et 16% d'intention de vote. C'est considérablement énorme. L'ambiance va changer radicalement. Le pire dans tout ça, c'est que on se retrouve face à un refus des institutions. Les Français ne veulent plus des partis traditionnels et ils vont se diriger vers Coluche. La droite et la gauche, elles s'affrontent depuis des années. Les promesses, elles se succèdent. La crise économique, elle s'installe. Surtout avec la crise du pétrole, même pas 10 ans avant. Le chômage, il progresse. Et on a pas mal de Français qui ont le sentiment de ne plus être représentés. Voter pour Coluche, ça devient pour certains une façon de protester. Et pour d'autres, c'est une manière de se moquer du système. L'humoriste commence à inquiéter. Les attaques, elles se multiplient et les critiques aussi. Puisque son régisseur et proche collaborateur René Grolin, il est retrouvé assassiné. L'affaire, elle marque profondément Coluche. Les pressions, elles vont pas arrêter. Les pressions médiatiques, les pressions de menaces de mort, enfin, tout va être fait pour le stopper. Et pendant des mois, la campagne, elle continue malgré tout. Finalement, le 16 avril 1981, il se retire. À une semaine du premier tour. Officiellement, il explique pas vouloir servir d'instrument à certains camps politiques. La candidature, elle s'arrête donc là, mais l'épisode va laisser une trace considérable, puisque pour la première fois sous la Ve République, on a un humoriste qui a démontré qu'on pouvait devenir un acteur politique crédible. Et surtout, il a révélé qu'une fracture existe encore aujourd'hui, celle entre les citoyens et les institutions censées les représenter. Alors même si 81 sonne un peu comme une défaite, ça marque pas forcément la fin de la carrière de Coluche. Au contraire, c'est surtout à cette période qu'il va accomplir quelque chose que très peu de personnes pouvaient imaginer possible, qu'il devienne un acteur respecté. Faut se rappeler qu'au début des années 80, Coluche, il est principalement perçu un peu comme un humoriste. Il a déjà tourné dans plusieurs films. On l'a vu dans Inspecteur la bavure en 1980, aux côtés de Gérard Depardieu. On l'a vu dans Banzai en 83. Dans 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ, en 82. Ça va confirmer qu'on a un Coluche provocateur, grande gueule, comique. Et puis, va arriver un projet assez différent en 1983, avec Ciao Pantin. Il aura le rôle principal. Il prend du poids, il se laisse pousser la barbe, il assombrit complètement son jeu. Et lorsqu'il apparaît à l'écran, beaucoup de spectateurs peinent presque à le reconnaître. Le résultat, il est saisissant. Coluche va montrer une fragilité qu'il n'avait pas forcément exposé publiquement dans le passé. Qu'en 1984, il va quand même recevoir le César du meilleur acteur. Et du jour au lendemain, Coluche, c'est pas seulement un amuseur populaire, il devient également un comédien reconnu par la profession. Et avec un peu de recul, certains considèrent encore que Ciao Pantin, c'était le plus grand rôle de sa carrière. Derrière cette activité incessante, ses proches vont raconter souvent qu'il vivait à un rythme extrêmement intense. Il dormait peu, il sortait beaucoup, et il acceptait difficilement de ralentir. Et je vous dis pas tous les excès qu'il faisait. Et le sujet reste parfois hyper délicat. Il y a quand même un contraste avec l'image profonde du personnage, mais il est essentiel pour comprendre l'homme. Comme si l'arrêt devenait impossible, comme si le silence lui-même devenait inconfortable. Et c'est probablement l'un des plus grands paradoxes de Coluche. Il passe sa vie à renvoyer l'image d'un homme libre, un homme qui se moque de tout, impossible à atteindre. Mais plus on s'intéresse à sa trajectoire, et plus on découvre quelqu'un qui porte aussi ses propres blessures, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'épuise, et quelqu'un qui cherche parfois l'excès dans une façon d'échapper à la pression. Cette pression, elle est tellement immense qu'à partir du début des années 80, Coluche, c'est pas seulement une célébrité, c'est devenu un symbole.
on pense forcément au sketch qu'on pense à Coluche. L'œuvre la plus durable, c'est pas forcément artistique. Il faut revenir à l'année 1985. La France, elle traverse une période économique hyper difficile. Le chômage n'arrête pas de progresser. La précarité, elle touche de plus en plus de familles. Et même si le sujet existe déjà, il est encore relativement peu présent dans le débat public. C'est pour ça que le 26 septembre 1985, à la radio d'Europe 1, il va lancer une idée qui semble plutôt improvisée. Une idée simple, tellement simple qu'il paraît évidente. Il propose de créer une structure capable de distribuer gratuitement des repas aux personnes qui en ont besoin. Et très rapidement, on a des bénévoles qui se mobilisent, des artistes qui apportent leur soutien, des entreprises qui participent. Les médias vont relayer l'initiative. Et les premiers centres ouvrent leurs portes. L'objectif final est modeste, répondre à une urgence, passer l'hiver et aider quelques milliers de personnes. Mais la réalité dépasse très vite toutes les prévisions. Ils vont découvrir quelqu'un capable de transformer sa popularité en action concrète. Certains artistes, même la plupart, dénoncent des problèmes. Lui, il va trouver des solutions. Les Restos du Cœur vont continuer. Après 86, après la disparition de leur fondateur, après des décennies. Et aujourd'hui encore, on a des millions de repas qui sont distribués chaque année. Et je peux en témoigner, parce que l'année dernière, j'ai été bénévole pour la collecte annuelle. Près de 40 ans après, ça existe encore. Et encore de plus en plus de personnes en ont besoin. Le 19 juin 1986, Coluche se promène en moto. Il va se retrouver sur les routes des Alpes-Maritimes. Il est âgé de 41 ans. Depuis plusieurs mois, il multiplie les projets. Il travaille, il prépare de nouvelles idées. Il continue de faire parler de lui et ça semble aller mieux. Et puis, en début d'après-midi, un camion effectue une manœuvre sur la route départementale. La collision, elle est inévitable. Coluche meurt sur le coup. Coluche est mort, il nous a fait rire. Ce soir, on pleure. La nouvelle provoque immédiatement un choc national. Et là, les interrogations vont commencer. Je vous rappelle que quelques années plus tôt, tous les partis étaient capables de s'allier. Mitterrand comme Giscard pouvaient être à deux contre Coluche. Tout ça pour qu'il ne touche pas au poste du président de la République. Ils voulaient lui barrer la route de l'Élysée. Finalement, c'est le camion qui l'a fait. On a un artiste qui a quasiment vécu le même drame. Rappelez-vous, Daniel Balavoine, cet artiste français qui n'arrêtait pas de se révolter contre les institutions, contre les pouvoirs en place. Tout s'est fini pour lui en janvier de la même année, avec un accident d'hélicoptère. Et que ce soit pour Coluche comme pour Balavoine, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que 1986, c'est pas un bon cru pour les artistes. Bon voilà, c'était le dernier épisode de la saison 4. Ça fait tellement plaisir de voir les personnes qui sont les plus fidèles suivre les épisodes rétrospective après rétrospective. C'était super donc. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que la saison 4 vous a plu. C'est le moment pour liker, commenter, partager et vous abonner. Hyper important pour l'algorithme. Franchement, j'y tiens, c'est crucial. Si mes calculs sont exacts, on se retrouve le 6 septembre pour la saison 5. Merci. Et surtout, c'était Nico. Passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao.